poursuivre avec Sylvain Legrand, Autodesk, qui connaît bien ça. Je pense que Capgemini Engineering, ça les intéresse aussi, la fabrication additionnelle. C'est vrai que la nature, c'est pas Rodin, hein, elle ne crée pas beaucoup de déchets pour créer quelque chose. C'est pas un grand sculpteur. On fait croître des matériaux. Donc merci beaucoup Autodesk de venir nous parler d'innovation par la conception générative, parce que parfois vous utilisez des mots chics. Vous allez nous les expliquer, ces approches de design qui en partie cherche à économiser de la matière, justement. Absolument. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être devant vous cet après-midi et merci Alain et Biomime Expo de nous laisser présenter effectivement cette thématique liée à la conception générative et la fabrication additive. Donc moi je travaille au sein d'Autodesk, qu'on pourrait qualifier d'une start-up de 35 ans, puisque finalement on développe et on innove dans des nouvelles solutions que je vais vous présenter dans un instant. Et donc on évolue dans un milieu assez concurrentiel où l'innovation est au cœur de l'activité de beaucoup de nos clients et de notre activité. Et donc ces nouveaux concepts peuvent participer effectivement à travailler et développer une innovation plus vertueuse. Alors en fait, Autodesk effectivement fournit des solutions pour développer, imaginer, créer un monde meilleur. Alors pour y parvenir, il faut effectivement développer numériquement des produits qui vont prendre vie dans le monde réel. Et donc, pour réaliser ce développement, il faut bien évidemment combiner différentes technologies. Il faut tirer parti de ces données pour créer de nouvelles possibilités et finalement bien libérer les talents et les concepts autour de l'écosystème que l'on a, que nos clients ont. Et donc, c'est vraiment la base finalement du discours, c'est libérer les talents et les concepts avec cette approche de conception générative. Alors jusqu'à présent, pour libérer son talent, bien, un dessinateur, quand il veut créer ou développer, innover un nouveau produit, il dessine. En fait, il dessine en fonction de ses connaissances, il dessine en fonction de son expertise, il dessine en fonction de sa sensibilité, mais finalement, il évolue en permanence dans un environnement d'information finie. Et si on veut aller vers une approche un petit peu plus moderne du développement produit aujourd'hui, on peut poser la question à savoir dessinons un produit pour s'asseoir. Et c'est là où en fait biomimétisme, de conception générative entre en jeu, puisque plutôt que de partir d'une forme conventionnelle, on va à ce moment-là donner des critères de conception à la solution. Un poids, on va lui donner peut-être un prix, on va lui donner un matériau, on va lui donner un volume, on va lui donner finalement des critères, des contraintes de conception, des contraintes mécaniques qui vont alimenter donc ces critères comme autant d'hypothèses de design que la solution va utiliser. Et donc finalement, c'est dans ce contexte qu'on a travaillé avec Philippe Starck, qui, dans sa vie de designer, je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter le personnage, a conçu de nombreuses chaises qui ont atteint la fabrication de masse. Mais pour autant, il a été très intéressé de travailler avec nous, puisque, en fait, pour la petite histoire, cette collaboration date d'un article qu'il a lu dans Science et Vie il y a à peu près 3 ans, où il s'est dit « Est-ce que je pourrais finalement développer des produits différemment que je le fais aujourd'hui ?» Et donc, avec son équipe, au départ, le défi, c'était de savoir quel était le principe, enfin le procédé de fabrication, pardon, qui allait être utilisé pour cette chaise. Donc, c'était finalement de l'injection plastique polymère. Et à partir du moment où on avait cette information liée à la fabrication de la chaise, eh bien, on a pu démarrer des simulations. Et puis, comme vous le voyez ici, comme vous l'avez vu dans la vidéo, finalement, la solution a proposé des milliers, voire des dizaines de milliers d'options, prenant en considération les critères de départ, à partir desquels eh bien, les ingénieurs, les dessinateurs les ont affinés, les ont pris en considération pour aboutir finalement à ce résultat. Chaise qui est aujourd'hui commercialisée chez Cartel et que vous pouvez acheter effectivement sur Internet aujourd'hui si vous le souhaitez. Et donc finalement, l'enjeu pour Starck, c'était vraiment d'ouvrir la voie vers de nouvelles méthodes de design dans un milieu hyper créatif et de voir comment effectivement l'humain finalement pouvait garder toute sa place, puisque en maîtrise à la fois des axes d'évolution et des orientations, des choix pour guider la solution dans les domaines qui l'intéressent.
On a ici un autre exemple avec un des premiers projets sur lesquels nous avons travaillé avec Airbus il y a à peu près 3 ans. Donc paroi qu'on appelle paroi bionique, ultra légère, ultra solide. Donc vous reconnaissez certainement en fait cette paroi sur laquelle sont assis les hôtesses et les stewards et qui fait la séparation entre la zone effectivement de l'avant de l'avion et la zone passager. Donc c'est vraiment une pièce de structure très importante qui fait vraiment partie de la rigidité de l'avion. Et donc on est arrivé à cette forme très organique qu'on pourrait considérer presque un peu désordonnée dans son résultat final, mais qui nous a permis avec Airbus en fait de contribuer à leurs objectifs de diminuer de 50% les consommations de CO2 de leurs aéronefs à horizon 2050. Donc on a gagné 45% de la masse de départ de cette paroi grâce à cette technologie. Airbus a travaillé en parallèle sur de nouveaux matériaux qu'ils ont imprimés en 3D pour concevoir cette paroi. Et donc on a utilisé finalement des algorithmes génétiques, d'une part des algorithmes de développement cellulaire pour l'extérieur de la paroi et donc définir en fait les points d'accroche les plus intéressants pour répondre au cahier des charges mécaniques. Et puis on a utilisé aussi la structure quadrillée que l'on rencontre dans le développement osseux chez les mammifères pour apporter plus de matière sur les points de jonction, là où effectivement on a plus de tension au niveau mécanique. Donc vous avez à côté un exemple de pièce où on peut traduire d'un point de vue industriel cette analogie. Alors finalement, le cas Airbus nous permet d'aller vers les principes et les thématiques de développement durable et de circularité. Donc circularité, concept en fait qui consiste à prendre en considération les matériaux, les composants, les produits, tout en maintenant leur valeur à un degré le plus haut possible durant tout le cycle de vie du produit, donc pour éviter le gaspillage. Et donc, qui dit circularité, bien effectivement, dit développement durable, pour être capable derrière de recycler des produits, de pouvoir les réutiliser, les refabriquer, et pourquoi pas, dans certains cas, les composter. Mais avoir une approche de développement durable, c'est aussi penser différemment. C'est aussi tirer parti des matériaux, on en parlait au début, donc optimiser la matière, optimiser l'énergie intrinsèque à la fabrication de tous les produits. Et puis, nos clients nous disent, tout ça c'est intéressant, on a besoin nous d'alléger les masses, on a besoin d'optimiser les matériaux, on a besoin de limiter l'énergie, sauf qu'aujourd'hui, 30% d'entre eux estiment que les solutions et les méthodes ne leur permettent pas de faire évoluer leur organisation de façon plus circulaire. Et donc c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'aller vers une empreinte carbone très limitée et d'aller vers du zéro déchet pour une innovation plus vertueuse. Ce qui est intéressant aussi à travers l'additive printing et notamment métal, parce que tu en as parlé Eric, c'est que non seulement on gagne de la quantité de matière, mais en termes de recyclabilité et de valorisation du déchet, entre guillemets, on est aussi sur un monomatériau qui est beaucoup plus facile à revaloriser. Il y a beaucoup moins d'assemblage, beaucoup moins de pièces, beaucoup moins de façonnage. Oui, exactement. En fait, les 3 exemples ici montrent les différents domaines sur lesquels on peut travailler. La pièce en elle-même, en limitant sa matière, en l'optimisant, tout en maintenant effectivement les propriétés mécaniques de départ. Et donc l'impression 3D, la fabrication additive peut nous aider dans ce domaine. Mais on est capable aussi maintenant d'adresser des stratégies soustractives en ayant aussi au départ une conception générative de pièces. L'assemblage, c'est très intéressant puisque finalement, on peut gagner énormément sur l'aspect logistique. Si on a moins de pièces à fabriquer pour un même assemblage, on va limiter à ce moment-là les transports de matière et on va limiter aussi le temps nécessaire à l'assembler. Et puis, in fine, la fabrication, si on arrive à optimiser les formes, on va consommer aussi moins de matière au niveau des machines et donc plus vertueux au niveau du cycle de fabrication complet. Alors, je vais vous présenter également un exemple avec justement Decathlon dans le domaine du développement durable, puisqu'on les a accompagnés sur le projet de fourche de vélo que vous voyez ici en transparence. Donc pour eux, l'objectif était double. L'objectif était à la fois de mesurer l'impact en fait, de la conception générative sur le métier du designer, et l'autre enjeu était de voir effectivement
comment appréhender ces nouvelles technologies d'un point de vue d'éco-développement, développement durable, et sur l'aspect aussi personnalisation des produits, parce que là on est sur un vélo haut de gamme pour adresser donc un certain segment de marché. Pardon Sylvain, mais c'est une roue zip à l'avant ou pas? Parce que là, je crois reconnaître une roue zip avec, vous voyez ces petites vaguelettes là, c'est inspiré des nageoires des baleines à bosse, les denticules des baleines à bosse, parce que ça permet d'économiser, d'accélérer un peu plus dans les virages. Alors, je ne saurais répondre à cette question. Oui, mais en fait, les nageoires de baleines à bosse, ça inspire beaucoup de choses. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien donner de temps en temps pour dire que ça peut être aussi assez fun et dans le sport de haut niveau, la bio-inspiration. Mais ça, je pense que c'est une roue zip. D'accord. Je vous fais confiance. Donc on a abouti finalement en collaboration avec les équipes de Decathlon à cette fourche, au concept effectivement très organique, pas forcément symétrique, puisque les algorithmes génétiques ne répondent pas forcément à ces critères. Et donc récemment, en fait, Decathlon a produit cette fourche avec donc des technologies de prototypage, donc a commencé à donner vie au produit. Et donc la prochaine étape est d'imprimer finalement cette fourche en métal et de commencer des tests en labo et ensuite sur route. Puisque un des aspects aussi fondamentaux pour eux était de voir comment on pouvait sortir du carbone, puisque le carbone est un matériau qui est très compliqué à recycler et peu malléable effectivement en termes de personnalisation, puisque la fabrication du carbone se fait par moule, donc concevoir un moule pour son propre gabarit, c'est très coûteux. Et donc certains matériaux, certains métaux permettraient plus de personnalisation à des coûts plus abordables. Donc je terminerai mon propos en disant en quelques minutes que ce procédé de conception générative, ces technologies, le biomimétisme associé à ces approches, laisse toute sa place en fait à l'homme et à la femme, puisqu'en fait on est à la base créateur de ces algorithmes, donc on les maîtrise d'une certaine façon. On les utilise, on est responsable des choix qu'on va opérer en termes d'orientation de design, en termes de concept, mais c'est aussi une formidable opportunité de se former, d'évoluer vers de nouvelles techniques, d'apprendre en fait des concepts inconnus et finalement quelque part de réinventer l'innovation telle qu'elle existe aujourd'hui avec les outils traditionnels. Et donc on a deux exemples concrètement pour finir. Ici un projet de recherche sur un pont, encore une fois conçu avec de la conception générative. L'intérêt ici en fait c'est d'embarquer des capteurs dans le pont et donc de dire on va pouvoir récupérer de l'information du produit, une fréquence d'usage, des informations sur son vieillissement, sur sa solidité. Et donc finalement participer à l'amélioration du produit, à l'amélioration d'autres produits en mêlant à la fois conception générative, biomimétisme et fabrication. Et puis un tout dernier exemple, comme il en existe beaucoup chez nous, dans le domaine du bâtiment, on a aussi beaucoup d'exemples liés au biomimétisme. Alors ici, c'est un exemple en fait de société qui travaille sur des panneaux d'isolation issus de plantes en laine de chanvre, mais on a également des clients qui travaillent à la conception de briques issues de micro-organismes dans le cadre d'études réalisées sur du corail. Et puis un dernier exemple, la société Abalone House aux États-Unis, qui en fait s'inspire de la géométrie des coquillages pour en fait développer des toitures, ce qui dans certains cas diminuerait par 2 en fait la quantité de matière pour un même besoin. Donc finalement on voit que le champ des possibles est énorme, qu'on est vraiment au tout début de l'intégration du biomimétisme dans des algorithmes mathématiques et qu'en termes de développement durable et d'empreinte carbone, il y a encore énormément à faire. Écoutez, merci beaucoup. Donc Sylvain Legrand pour Autodesk. Oui, on est au tout début. C'est aussi nos nouveaux défis qui nous challengent à nous retourner vers la nature comme source d'inspiration. On a beaucoup parlé de fabrication additionnelle, notamment. Juste peut-être un mot avec Eric. Michelin, Autodesk, vous travaillez ensemble, vous connaissez, vous faites quoi? Maintenant, peut-être, hein, parce qu'il m'a intéressé quand même ce qu'il a raconté là. On est en contact. On est en contact effectivement avec votre filiale Adobe. On est effectivement fournisseur de Michelin, mais je pense que ça ouvre effectivement des perspectives très intéressantes avec des concepts disruptifs, pour sortir des sentiers battus traditionnels. Écoutez, formidable.
Je serais très honoré si, modestement, notre petit Biomime Expo avait fait que Michelin et Autodesk développaient davantage de trucs ensemble. Franchement, on est là pour ça. Nous, on adore la créativité hybride, on adore la créativité mycorhizienne, comme tu disais tout à l'heure, Eric. Sans la mycorhize, il n'y a pas de vie. Donc, vive les échanges. Tu ne t'arrêtes pas, tu crées des écosystèmes en permanence. En fait, En permanence. Tout ça est entremêlé. Merci beaucoup. On va continuer avec...